Mesdames, Messieurs, bonjour, Queer. Écoutez, nous sommes plus qu'heureux que vous soyez avec nous. Oui, depuis les tout débuts, on a commencé notre première balado le 3 avril 2020 et aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2021. Toute une aventure qui nous a amenés dans différentes régions du Québec afin de découvrir la diversité, la pluriculturalité du Québec. Et Coconut Podcast, on s'est hissé comme le podcast numéro 1 de la diversité au Québec, mais à travers la francophonie. Alors, pour ce premier anniversaire de Coconut Podcast, nous recevons un invité, mais je peux vous dire qu'il a marqué la société québécoise et plus précisément montréalaise lors des 2 à 3 dernières années, je vous dirais. Même 4 maintenant, depuis 2017. Puis on va apprendre à connaître tout son parcours. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast, oui, pour ce premier anniversaire. Dans un premier temps, il est un ancien joueur de notre équipe favorite dans la Ligue canadienne de football à Montréal, les Alouettes de Montréal. Il a même gagné, oui, le championnat, la Coupe Grey, la levant à bout de bras, messieurs, dames, quel honneur. Mais aujourd'hui, on le reçoit comme ce militant, celui qui a été présenté par la Gazette comme étant une personnalité qui va marquer 2021. Aujourd'hui, il est fondateur, oui, de Montréal en action. Je pense qu'il a des velléités au niveau des élections municipales et voire même fédérales. Nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Balarama Holness, messieurs, dames. Et merci beaucoup pour ce gentil bio et toute l'énergie que vous avez. Je suis content d'être ici aujourd'hui avec toi. Ben écoute, tout le plaisir est pour nous que tu sois avec nous à Coconut Podcast. Balarama, on sait que tu es hyper occupé, très en vue ces derniers temps. La question que nous posons à tous nos invités, comment vas-tu? Ah, mais ça va très bien. Je ne sais pas si vous savez, et les Montréalais, ils savent, j'en mets un peu sur les médias sociaux. Je suis un nouveau papa. Ma fille va avoir 2 ans au mois de... Angélique? Oui, Bella Angélique. Holness, elle va avoir 2 ans au mois de juillet. Ma fête, c'est le 20 juillet. Sa fête, c'est le 21. 3 heures du matin, donc presque la même fête. Et quand tu es un nouveau papa, mais chaque jour, c'est un immense plaisir. C'est comme si je flottais sur un nuage. C'est un sentiment d'amour, un sentiment de compassion, de joie de vivre. Je suis tellement content et tellement de... Vraiment, c'est comme un rêve avoir un enfant. Et Bella, c'est une fille qui est tellement contente, pleine de joie. Je sais qu'il y a toujours des parents qui disent « Ah, mon enfant est intelligent et mon enfant est la meilleure. » Oui, c'est la meilleure. Mais moi, j'y crois réellement. Elle pleure rarement. Elle est tellement... On a tellement une belle connexion. Donc, tout ce qui se passe de ma vie, que ce soit la politique ou Montréal en action, ou même si ma journée n'a pas été aussi bien qu'elle pourrait être, mais quand je rentre à la maison... Et je vois la face de ma fille, mais c'est un immense plaisir. Donc, personnellement, ma vie privée, mais c'est exceptionnel. Excellent. On sait que la maman de ta fille, et écoute, tu l'as rencontrée également en militant, en faisant du travail de terrain. Comment se porte madame?
Ah, très bien. Puis aussi, c'est un grand travail d'équipe, comme tu sais. Super. Avoir élevé un enfant, c'est des parents aussi, toute une communauté. Donc, elle va très bien, mais aussi, il y a grand-papa, Ben grand-maman. oui, mais c'est ça, on voit que tu partages certaines photos, ce qu'on voit grand-papa sur Oui. le sol avec Angélique dans les mains, là, tu sais, et Ouais, la ouais. tenant à bout de bras. Quelle est la réaction de grand-papa? On sent qu'il s'amuse autant que toi, peut-être même avec Absolument. la toute Et petite? donc, grand-papa avec maman, une belle relation avec la petite, le dynamique de familial est excellent et on sait que durant COVID, c'est difficile parce qu'on est enfermé, mais on est quand même chanceux que tout le monde va bien, tout le monde s'entend bien et grand-papa, il amène ses connaissances, ses énergies. Comme vous savez, mon père vient de la Jamaïque, qui est encore très ancré dans cette énergie, très philosophe, positif, intellectuel. Très spirituel, on pourrait Très même dire. Ouais, spirituel. on va en parler un peu plus loin, mais Ouais. ce côté est très important dans la famille Holness. On pourrait même en parler rapidement maintenant. Alors, tu nous disais que ton papa, il est jamaïcain, mais ce qui est intéressant, en Jamaïque, on a cette culture des Rastafari, hein, n'est-ce pas? Ces gens qui ont les dreadlocks, les cheveux super longs là et tout. Ton papa, écoute, il a cette chevelure, il impose un peu un certain respect, il est haut de taille, ce qu'on peut voir là sur les photos quand même, je sais pas, plus grand que toi, je sais pas, mais il y a quelque chose d'intéressant et il va rencontrer maman. Il appelle ta mère, n'est-ce pas? Oui. Il va la rencontrer lors d'un concert. Il appelle musique raga, reggae, get up, stand up. Stand up for your right. Oh, get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Et là, à partir de ce moment, bien, ils ne vont pas se quitter, voilà, jusqu'à ce que maman vienne à nous quitter en 2013, mais ils vont former ce couple qui va être assez nouveau dans les années 70 ici au Québec. Ils relatent même que lorsque vous allez au hockey, écoute, ils voient un Rastafari façon dans les gradins. Toi, tu joues au hockey parce que tu es talentueux là, au niveau du sport, il a peur, même ça là tu joues au basket, comme si streetball, 3 contre 3, américain, ça là que t'étais pas pire là quand même. Moi, j'aimerais t'entendre, Balarama Holness. Le fait d'avoir vécu dans une famille où ce que la spiritualité était importante pour toi, tu vas baigner dans un monde où ce que les parents ils vont rencontrer certaines religions, ils vont même s'y intéresser, l'hindouisme entre autres. Même le nom que tu as, Balarama, il appert que c'est en référence à un grand dieu dans un peu la religion, culture hindouiste. Moi, j'aimerais t'entendre quand même intéressant là. Wow. Oui, mais et vous amenez un très bon point et c'est quelque chose que j'y pense encore dans le sens que comment que la spiritualité au sein de ma famille m'a impacté à ce jour-ci. Okay. Et comme vous savez, j'ai habité dans un ashram pendant 10 ans. Donc, je suis né à Montréal, mais à l'âge d'environ 1 an, je déménage aux États-Unis et j'habite dans le fond, c'est une communauté spirituelle qui est ancrée dans l'hindouisme. Et donc, la méditation, les chants, toutes sortes d'activités très spirituelles sont ancrées dans moi. Et puis là, ça fait, donc j'ai 37 ans en ce moment, donc ça fait quand même longtemps que j'étais là et je commence à réfléchir à l'impact que ces événements-là ont eu dans ma vie. Et il y a une des choses que je peux articuler qui est quand même claire, c'est que dans le sphère spirituelle, on a vraiment 2 mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Et le monde matériel, c'est les gens qui veulent avoir du pouvoir politique, tu veux une certaine voiture, tu veux avoir, certains linges, certains souliers. Et il y a une passion ou des ambitions de avoir un certain pouvoir matériel.
Mhm. Mais dans le monde spirituel, ces choses-là ne sont pas importantes. Okay. Et donc, quand on pense tout simplement aussi au Québec, encore une fois, langue, que ce soit anglophone, francophone, séparatiste, non séparatiste, national, fédéral, ces choses-là, c'est des choses qui sont fabriquées par l'humain et sont pas ancrées dans la réalité. C'est des choses qu'on a fabriquées. Et donc, quand je milite, si on veut, contre le racisme systémique, j'ai aussi une reconnaissance que les choses dont on est en train de se battre pour, d'une façon ou d'une autre, sont artificielles. Parce que tu es un homme, je suis un homme, et on devrait se juger les uns les autres en se basant sur nos caractéristiques, si on veut. Et donc, ça me permet de rester raciné et aussi optimiste pour le futur que, à un moment donné, que ce soit les enjeux linguistiques, politiques, raciaux, culturels, on peut avoir une solidarité, on peut se réunir et cette unification-là, ça se peut, je ne sais pas, mais est ancrée dans une connaissance globale de la spiritualité. Et je pense que ce qui nous rend un peu aveugles, c'est le matérialisme dont on parle. Maintenant, publiquement, si je dis ça, les gens vont dire « Ah, ça c'est un peu new mais age. » ceux qui viennent à te connaître, ben, ils le savent même. Ton papa, lui-même, rejetait tout ce côté que le matériel, vive que pour du matériel. Alors, tu vas vivre dans cet environnement. Maman, elle-même, est très pieuse. Alors, il y a mais dans l'hindouisme, il y a cette quête. Il y a une quête. Et on sent que toi-même, dans ton processus, jusqu'à présent, tu as cette quête et même tu vas mettre un doigt dessus où cette quête, elle va être une quête de justice et justice pour tous, justice sociale. Oui. Mais lorsque tu es aux États-Unis, là, tu es dans ce ashram, tu vis cette vie tricotée serrée, la communauté, il va y avoir un genre de cassure lorsque tes parents vont te prendre et là, ils vont dire « Allez, la famille, on s'en va vers des parallèles plus hauts. » Et là, on débarque à Montréal. Et là, tu vas grandir, il appert, selon les recherchistes de Coconut Podcast, vers Boisbriand. Oui. D'accord. Mais donc, avant d'aller à Boisbriand, j'étais à l'école Édouard VII ici à Montréal. Donc, on est dans une classe d'accueil. Donc, j'ai fait classe d'accueil en 5e année et du fait que je ne parlais pas vraiment français. Mais ta maman est québécoise quand même, tu sais, c'est ça. Oui, mais je parlais aucun mot en français et ma mère ne me parlait pas en français. Et donc, je rentre dans une classe d'accueil, je ne parle pas français, j'apprends le français, je redouble mon 5e année parce que, encore une fois, je ne parlais pas la langue. Et puis, après 2 ans ici à Montréal, ensuite, là, je déménage à Boisbriand. Et c'est là où est-ce que j'ai eu... un choc. Oui, j'ai eu un choc culturel, où est-ce que maintenant... C'est plus le ashram, hein? Oui, c'est plus l'ashram, mais Édouard VII et Montréal, c'était pas l'ashram, mais il y avait un vivre ensemble. Il y avait, dans une classe d'accueil, comme vous savez, des gens de tous les horizons, et le fait que je suis pauvre et que mon nom c'est Balarama et puis que je suis bronzé, c'est pas un enjeu. Donc, quand tu déménages à Boisbriand, là, maintenant, ça devient un enjeu. Et même, on va te baptiser d'un nom qui va rester pour les intimes. Bonjour, Steven, comment vas-tu? Exactement. Et donc, ça, c'était une façon vraiment de me dire, maintenant, tu vas conformer à la norme. Et donc, c'était pas juste ça aussi, j'étais végétarien. Et je suis encore végétarien. Donc, durant les fêtes, je peux pas manger de la pizza pepperoni, je peux pas manger des hot dogs. Donc, la conformité, c'est difficile. Aussi, on n'a pas beaucoup d'argent. Ma mère commence à être entrepreneuse. Et donc, parce qu'elle elle va s'insérer au Québec parce qu'elle est québécoise, mais elle est mère monoparentale maintenant. Et puis, c'était très difficile pour nous et je commence à, d'une façon ou d'une autre, rebeller.
Mhm. C'est là cette période un peu traversée du désert, où ce que comme plusieurs jeunes, tu vas faire des expériences, tu vas fumer ton premier joint, tu vas boire avant l'âge de 18 ans, mais il y a quand même cet élément intéressant. Parce que à 18 ans, c'est quand même un tournant là dans ta vie en Oui. ce qui me concerne, d'après ce qu'on sait de Balarama. À 18 ans, tu regardes la télé et là tu regardes une partie de foot, football américain. Hein, parce que tu sais Ouais, quand je dis foot avec l'accent français de même, là, ça sonne soccer. ouais. Et non, tu vas voir une partie de football américain, ballon ovale, et là tu vas voir un DB. Tu vas voir le mec à la vitesse qu'il va courir. Je pense qu'il va faire une genre d'interception, un truc du genre, tout un jeu. Et là, Ouais. tu vas te dire, mais si lui est capable de faire ça, moi, je suis déjà une mini-star de basket, mais dans le street basket, en quelque sorte. Je joue au hockey. Je constate que les entraîneurs me disent que j'ai une capacité athlétique. Et puis là, ben, à ce moment-là, c'est c'est intéressant quand même. Tu vas dès ton arrivée à l'université, c'est intéressant ça. Tu sais, Cégep, cégep. cégep. Oui. Tu vois à quel Ah, cégep? John Abbott. Oh, bon, ok, donc quand même une très bonne école au niveau du sport. John Abbott, bon, Non, pas nécessairement, mais non, au non, football non, c'est américain, plus au Vanier, double, ouais, ouais, c'était c'est ça, Vanier. ouais, c'est ça. Et donc, quand j'arrive à John Abbott College, je leur dis, j'ai vu un mec à la télé qui est 5'11", 180. Incroyable, Je suis incroyable. 5'11", 180. Je vais être un demi-défensif. Et donc, c'est cet exemple-là. Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ce qui est très intéressant, c'est que ce soit le football, ou ça soit avoir une maîtrise en éducation, ou faire la collecte de 20 000 signatures, ou rentrer en droit à McGill, ou décider ou non si je veux me lancer pour la mairie. C'est une fois que je prends une décision, j'ai un genre de feu qui brûle en dedans de Le moi. feu sacré. Ouais. Oui, si il faut que je me lève à tous les matins pendant 90 jours pour faire une collecte de signatures, je vais le faire. Si il faut que je me lève à chaque matin à 5h30 pour m'entraîner, pour aller à l'école, pour travailler, pour me rendre dans le LCF, je vais le faire. Et donc, quand je vois cette personne-là à la télévision qui me ressemble, même taille et même poids, Gabarit, ouais. je prends une décision immédiate que je peux faire ça, je suis motivé, et 7 ans plus tard, je me rendrai chez les professionnels. Ouais, Et mais c'est donc, ça, c'est intéressant parce que tu vas quand même, une fois terminé à John Abbott, bon là tu vas à l'université d'Ottawa, là tu vas faire un baccalauréat en éducation physique et / géographie, et là tu vas jouer pour quand même un grand club universitaire, les GGs d'Ottawa. oui, Tu vas y faire quoi, je pense 4 ans, c'est bien ça? 4 ans, Et à la 4e année, écoute, il y a personne qui te repêche au niveau de la Ligue canadienne de foot. ouais, ouais. T'abandonnes pas, c'est ça. Il y a même un de tes collègues à un certain moment dans ton parcours au niveau du football américain, qui va te donner le surnom le grinder, celui qui le battant, je dirais en Oui. français, celui qui n'abandonne jamais. Est-ce que c'est un trait de caractère de Balarama Holness véritablement? Mais c'est vous qui le dites, et c'est aussi, je crois, une passion de vie que j'ai de ma mère. Donc, ma mère est très aventurier, très passionnée. Imagine une femme qui est née à Montréal et elle déménage aux États-Unis dans un ashram. Il faut être aventurier. Il faut avoir de la passion, une joie de vivre. Donc, oui, c'est de la passion, je suis un battant, un grinder, mais quand je suis sur le terrain, j'ai du plaisir. Quand je vous parle aujourd'hui, j'ai du plaisir. Quand je fais la collecte de signatures pour forcer la ville 22 000 quand même. c'est du plaisir, et je suis content de vivre. C'est vraiment une joie de vivre. Et je pense qu'au Québec, on a ce joie de vivre-là. Peut-être c'est un peu perdu à cause de la pandémie, à cause des enjeux politiques, linguistiques.
culturelle, raciale. Mais je pense qu'au fond de nous, les Québécois, on a ce genre de joie de vivre-là et c'est quelque chose qui m'emmitoufle, si on veut. OK, ça vient te rassurer, là. Alors là, on était rendu où t'es pas nécessairement repêché et là, tu vas quand même recevoir une invitation des Blue Bombers de Winnipeg. Oui. Et là, tu vas les impressionner comme pas possible. Tu vas communiquer avec Brandon Taman, je pense bien. Et là, tu vas leur démontrer, mais c'est là que c'est impeccable. Tu fais le 40 verges en 4,4 secondes. Écoute, je voudrais dire 6, 7, là, tu sais, comme ça. Mais là, j'ai dit, il court, lui. Moi, j'ai déjà fait un peu le 100 mètres, j'ai fait le 400 mètres. Tu sais, à un moment donné, là, juste pour la politique, lever des fonds, je sais pas, pour les jeunes. Je pense que je vais vous inviter, là, M. Balarama-Holness. Oui. Voir si c'est vraiment vrai. Ouais, et là, tu vas quand même faire 2 ans en tant que DB, comme on dit. Alors, c'est toi qui surveille celui qui receveur, c'est un peu ça. Donc là, il faut avoir une certaine vitesse, connaître un peu les tracés, anticiper, sans faire de faute, sans accrocher. Parce que toi, tu tirais le chandail, là, des fois, un peu, pour ralentir ton joueur, sans que les différents arbitres le voient. Oui, exactement. Mais absolument, mais il faut. Mais vous avez raison. En termes du 40 mètres, mon père, c'était un des plus rapides dans son temps de la Jamaïque. Ah, donc, c'était un Usain Bolt, façon. Pas à ce niveau-là, mais mon père a gagné des médailles. Okay. Il y a aussi, j'ai mis sur mon Facebook des photos avec lui et le premier ministre qui lui donne des médailles. Ben là, c'est ça, actuellement, c'est là qu'on doit le dire. Le premier ministre lui donnait des médailles, je ne sais pas si c'est à l'époque, mais aujourd'hui, c'est intéressant ça quand même. Le premier ministre en Jamaïque actuellement, ça a l'air que je suis pas trop loin de ta famille parce que c'est un monsieur Holness aussi. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Oui, mais c'est mon cousin. Ouattagouan! T'es comme sérieux? Oh, wow! OK, d'accord. Est-ce que tu es capable de parler un peu le patois? Non. Je suis québécois. Je suis québécois. Mais moi, attends, là, M. Balarama Holness, attention, moi, je suis haïtien, me bats les créoles, Non, mais aussi, c'est ma mère, j'ai l'influence de ma mère, une influence de Boisbriand, une influence une éducation quand même eurocentrique. Okay. Et je pense que moi, faire l'accent jamaïcain, c'est pas parler patois. Ah, OK. Parce que, mais sachant que ton père aimait beaucoup la musique, lui-même, il s'intéressait à la culture. Oui, donc voilà, c'est ça. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que mon père, certainement, il parle patois, tout ça. Bien sûr. Et mon père n'a pas beaucoup d'argent, mais on est strict et très sérieux au niveau d'éducation. Qui veut dire que quand je suis chez moi, mon père me parle pas avec un slang, il me parle pas nécessairement en patois, il me parle des choses... Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Il me parle des choses... Est-ce que toi, tu es d'accord, par exemple, les parents d'origine italienne qui viennent à ne plus parler italien à leur enfant ici au Québec? Est-ce que toi, c'est... Non, tu devrais... Chaque famille chaque famille est différente. Ils ont différentes discussions, différentes dynamiques. Et je pense que les familles italiennes devraient parler à leurs jeunes en italien. Des choses comme ça. Mais il faut comprendre que même le patois, le premier ministre de la Jamaïque ne parle pas patois quand il parle à la population. C'est un langage entre le peuple et pas nécessairement de niveau économique. Au niveau de gouvernance, on ne va pas nécessairement parler avec le patois. Oui. Et donc, mon père, ce que j'explique, c'est que c'est quand même un homme qui n'est pas nécessairement, je dirais, sérieux, mais... En anglais, on dit « we mean business ». Donc, tout l'entraînement que je faisais, écoute, j'ai 5 bacs.
et pas 5 bacs, 5 diplômes, une maîtrise, 3 bacs, je suis juriste. Donc, les choses qu'on fait à la maison, c'est pas qu'il me parlait pas patois, c'est que on avait des discussions qui connectaient aux livres de ma maison. Voici un code civil ici. Ouais, je comprends ce que tu dis. Il fallait que ça amène à quelque part, là, quand même. Voilà. Quand tu dis mean business, il fallait que ça amène en quelque part, là. Oui. Donc, et c'est pour ça que quand j'ai 37 en ce moment, c'est pour ça que réalistiquement, je pourrais avoir un débat sans avoir une page, un crayon avec Denis Coderre et Valérie Plante au niveau des... On va en parler dans quelques instants, un peu de ça. Vas-y, on va pas y arriver, mais dans le sens que quand j'ai eu, juste pour vous dire, le débat avec Christine Black en 2017, j'avais aucun crayon, aucun papier. Et les gens, ils étaient surpris que tous les enjeux, je les connaissais, j'étais bien au courant de tout ça, mais c'est ancré dans l'éducation que ma mère m'a donnée depuis des décennies, littéralement. Maintenant, on va passer au vif du sujet, le plat principal. Nous sommes en 2021, nous avons les élections dans moins de 4 mois. Maintenant, vous répondez quoi à ceux qui peut-être attendaient une réponse de votre part d'un côté d'une formation politique? Maintenant, ils voient que vous êtes en train de discuter peut-être pour former votre propre parti, la troisième voie. Il y en a qui disent que vous courtisez peut-être, monsieur, peut-être qu'on vous courtise plutôt, il faut être honnête. Alors, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, Balarama Holness, est-ce qu'il se lance comme indépendant? Est-ce qu'il se lance avec une formation politique ou tout simplement il laisse passer son tour? C'est un peu la question. Denis Coderre, lui, il a annoncé à Tout le monde en parle. Vous êtes à Coconut Podcast. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Non, mais vous amenez des très bons points et vous ouvrez toutes les options que j'ai sur la table et c'est des options sur la table. Donc, vous avez mentionné une option qui est de laisser passer mon tour. Et ça, c'est toujours sur la table. Donc, je veux certainement être engagé durant la prochaine élection. Maintenant, le fait que Coderre est revenu, ça se peut, peut-être au mois de juin, juillet, que les Montréalais, ils disent « je veux une troisième voie ». Ou ça se peut que les Montréalaises disent non, Denis Coderre, c'est l'homme de la situation. Ou peut-être ils disent que Valérie Plante, c'est l'homme de la situation. On ne sait pas qu'est-ce que les Montréalais vont dire. Et je suis encore en réflexion. C'est quoi votre programme, la troisième voie? Si vous vous présentez, vous, M. Balarama Holness, à la mairie, c'est quoi votre programme à vous? Très simple. Il y a 6 milliards de dollars en termes de budget. Et en ce moment, l'allocation de fonds n'est pas égalitaire. On met plus de fonds à Ville-Marie, au Plateau, aux arrondissements centraux. Aux arrondissements, aux périphéries de la ville, il y a moins de finances. En matière d'habitation, vous faites quoi? Parce qu'il nous reste 3 minutes. En matière d'habitation, c'est les questions en rafale. En matière d'habitation, qu'est-ce que vous allez nous proposer, là? Les rénovictions, par exemple. Ça, c'est chaud. Surtout dans les quartiers centres, là. Ça, c'est quelque chose, je sais que vous avez parlé à Montréal-Nord aussi. Il faut faire des changements au niveau provincial, au niveau du Code civil pour assurer que des gens ne peuvent pas faire de ces rénovictions-là et il y a des lois qui doivent être un peu plus serrées. Aussi, en termes de statistiques, il faut avoir du data de qui a accès à ces logements-là. Parce qu'on construit des logements sociaux, mais est-ce qu'on a des minorités visibles, des gens vulnérables qui ont accès à ces logements-là? En ce moment, il n'y en a pas. En termes d'aménagement de territoire, les pistes cyclables et tout ça, dans une pandémie, près des acteurs économiques, ce n'est pas une bonne idée. Il faut laisser la chance des petites entreprises de respirer. Et de plus, c'est pas juste le centre-ville et le plateau et Saint-Denis qui a besoin des pistes cyclables. C'est peut-être aussi Montréal-Nord, Saint-Michel et d'autres arrondissements, Verdun, la Chine, etc. De plus, le verdissement. En ce moment, on a eu un grand parc de l'Ouest, mais à l'Est de la ville... Ils ont acheté les terrains pour l'Est, là. Ils ont acheté les terrains, là. Pas juste acheter, ils ont exproprié des terrains aussi. Ça, c'est des enjeux éthiques, mais tout ça pour dire, il y a une connexion entre l'environnement et l'espérance de vie, ainsi que COVID-19. Et à l'est de la ville, on a eu moins d'espérance de vie, plus d'infections, et donc il faut avoir plus d'espace vert
à l'est de la ville, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, etc. Et ça rentre aussi dans un cadre de transport. Et on sait tout, le transport collectif, c'est important. Pourquoi que l'économie à l'est de Montréal est en chute? Encore une fois, parce que les gens à l'est ne sont pas connectés aux artères économiques de la ville de Montréal. Donc, si tu habites à l'est ou au nord-est de la ville, tu n'as pas accès au centre-ville. La ligne bleue, là, qui zappe. Parce que, tu sais, il y a quelque chose. Moi, je vais juste faire l'avocat un peu comme ça de ceux qui ne sont pas là. Mais la ligne bleue, là, tu sais, je veux dire, c'est pas le municipal qui laisse tomber le projet, là. On a beau mettre ça sur... Parce que quand elle va se pointer aux élections, elle avait parlé de ligne rose. Bon, voilà. Là, maintenant, la ligne bleue, oubliée. Ils nous présentent un REM. Bon, on attend de voir le tracé final. C'est pas nécessairement évident actuellement au niveau de Montréal parce que les décisions, vous allez le voir si vous êtes maire, par moment, c'est le provincial qui décide en fonction du financement octroyé ou pas. Vous êtes pour un REM dans Ville-Marie souterrain ou hors terre? Hors terre, non, mais écoutez, souterrain, ce n'est pas réaliste. Ça doit être hors terre. Et de plus, je ne crois même pas qu'un REM peut aller au centre-ville. Je crois que ça prendrait tellement longtemps de construire. Il y a tellement... Le centre-ville doit être gelé pendant 20 ans pour construire tout ça. Mm-hmm. Je pense qu'il va falloir un réaménagement de territoire au centre-ville pour faire en sorte que peut-être moins de voitures, d'autres possibilités de l'STM, d'autobus électriques. On ne va pas avoir une construction à longue haleine au centre-ville. Ça va tuer le centre-ville. Dernière question. Quand est-ce qu'on va savoir que Balarama Holness se présente ou ne se présente pas? Mais écoutez, moi, je sais que je vais te le dire en même temps que la presse. OK, donc oui, vous nous inviterez à la conférence de presse, oui. Non, mais je vais vous dire ça à vous personnellement et je n'ai pas encore pris de décision, mais ce que je vous dirais, c'est que ça ne va pas prendre une personne pour dire je vais me lancer un peu comme vous avez mentionné dès le début. Ce n'est pas nécessairement hors contexte, c'est quand même important que je me suis lancé à Montréal-Nord, mais c'était un peu comme on va se lancer au feu, prendre une balle et c'est correct. Cette fois-ci, il faut créer des coalitions. On ne peut pas faire ça d'une façon un peu kamikaze, dans le sens qu'on savait qu'il allait y avoir des grands enjeux. Cette fois-ci, ça va être plus de calculs politiques avec une coalition, encore plus de chances de gagner d'une façon qui est un peu plus intelligente, si on veut. Maintenant, comme vous avez mentionné dernièrement, ça se peut que je laisse mon tour passer. Si je vois aucune option au municipal, ça se peut que je dise non. Okay. Je vais laisser mon tour passer et je vais attendre à la prochaine fois. Okay. Et ça se peut aussi que je dise non, les Montréalais ont besoin d'une troisième voie. Ou peut-être je dis non, je vais aller contre Benoît Doré avec Ensemble Montréal. Ou je vais aller au plateau avec Projet Montréal. J'attends des appels de Valérie, de Denis. Si je ne reçois pas d'appel d'ici peut-être un mois, peut-être on forme notre propre parti. OK. Balarama, le mot de la fin, la francophonie t'écoute, les Montréalaises, Montréalais sont en train de te découvrir. Les 15 prochaines secondes sont à toi. Je dirais que je ne suis pas nécessairement convaincu par mes idées. Je suis ici pour vous écouter, vous entendre, apprendre toujours. J'aimerais aussi dire que suivez Montréal en action, un organisme à but non lucratif qui fait un travail exceptionnel. On a des initiatives au niveau d'éducation, d'engagement citoyen, d'analyse politique. On a plein de programmation qui, je pense, va vous interpeller. Donc, suivez-nous. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions à info@montrealanaction.com. Balarama Holness, Coconut Podcast, comme on dit à la toute fin de nos entrevues, eh bien, chez les Inuits, on dit Chinash Kumitin. Chez les Algonquins, on dit Miigwech. Dans les Premières Nations, dans la région de Montréal, on dit Niawen.
Et puis, comme tu as vécu en Égypte, Shokran, Beslema, t'espère la rire. Et puis, passez bonne journée. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Alors, messieurs, dames, nous étions, oui, avec Balarama Holness. Restez à l'affût là, des grands médias, des médias Coconut Podcast, parce que là, il va nous annoncer d'ici les prochaines semaines, est-ce qu'il se lance à la mairie? Sinon, dans quelle équipe? Vraiment, ça, on reste en haleine parce que Balarama a toujours des idées pour les Montréalais et Montréalaises et surtout des idées qu'il mène en action. Montréal en action. Allez le suivre. Il a quand même réussi à nous avoir cette commission sur le racisme systémique. Alors, messieurs, dames, on vous dit Niawen. Merci. Au revoir.